Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité c'est un trésor à cultiver. Cultiver la biodiversité, série spéciale Semences paysannes du monde, épisode 5. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série spéciale Semences paysannes du monde. Cette série, réalisée en partenariat avec le CCFD Terre Solidaire et enregistrée à l'occasion des rencontres internationales des semences paysannes à Antibes en octobre 2024, nous embarque dans un tour du monde des combats pour le maintien de la biodiversité cultivée et des semences paysannes. L'occasion d'avoir un aperçu de la gestion des semences, mais aussi du système agricole de plusieurs pays du monde. Aujourd'hui, c'est Emma qui interroge Jean-Paul Sikeli, qui vient de Côte d'Ivoire pour la Copagène, la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain. Bonne écoute! Bonjour, merci beaucoup Jean-Paul d'avoir accepté de faire cette interview. C'est moi qui vous remercie. Alors d'abord, en quelques mots, est-ce que vous pourriez vous présenter personnellement, s'il vous plaît? Ok. Je me nomme Jean-Paul Sikeli. Je suis ivoirien, basé en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Et je suis le secrétaire exécutif de la Copagène. La Copagène, c'est la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain. Je suis juriste de formation, mais aussi militant des droits de l'homme. Et je suis plus dans la protection catégorielle, précisément la protection des droits des communautés, des agriculteurs, dans le cadre des activités de la Copagène. Alors, qu'il me soit permis de présenter quelque peu la Copagène. La Copagène, c'est un mouvement associatif citoyen qui est représenté dans 9 pays, les 8 pays de l'espace UEMOA et la Guinée. Et justement, la Copagène caresse le rêve de l'avènement d'une Afrique où les ressources génétiques sont gérées de façon durable, mais sont la copropriété des communautés et de l'État. Voilà, justement parce que sous la Convention de la diversité génétique, il est expliqué que en fait, les ressources doivent être la copropriété non seulement de l'État, mais aussi des communautés locales, des communautés, des peuples autochtones en fait. Parce que en fait la Convention sur la diversité biologique leur reconnaît vraiment, je vais dire de manière historique, reconnaît que ces communautés-là ont préservé en fait la biodiversité dont nous jouissons aujourd'hui. D'où la nécessité de leur reconnaître, parce qu'en réalité, ils ont fait un travail énorme, un travail extraordinaire sur les ressources génétiques dans le cadre de la préservation en fait, de ces ressources génétiques. Voilà. Ok, merci. Oui, quand vous parlez de la Convention, vous parlez du TIRPA? Non, je parle de la Convention sur la diversité biologique qui a été adoptée en 1992 à Rio, au Brésil. C'est une convention majeure à laquelle se greffent d'autres textes juridiques non moins importants. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Et alors, selon vous, quel est le rôle de l'État dans cette convention par rapport aux peuples qui ont sélectionné historiquement? Oui, l'État, en fait, au titre de la Convention, l'État doit non seulement encourager une utilisation durable des ressources génétiques, l'État aussi doit vraiment faciliter le partage des avantages qui découlent de l'utilisation de ces ressources génétiques-là. D'accord. Donc, faire profiter en fait des avantages qui découlent de l'utilisation aux communautés autochtones. Voilà. Okay. Donc, c'est vraiment, il appartient à l'État de faciliter en fait ces transactions. Et du coup, là, on va peut-être se recentrer spécifiquement sur la Côte d'Ivoire, mais comme la Copagène, c'est aussi une collaboration autour de 9 pays, comme vous l'avez dit. Peut-être que voilà, si vous avez d'autres exemples, vous pouvez aussi les citer. Mais en tout cas, nous, on se demandait qu'est-ce qui influence les pratiques agricoles en général aujourd'hui sur votre territoire. En réalité, je voudrais dire qu'il y a un lien en fait entre les industries et puis la politique. Parce que justement, la politique se sert des cadres politiques et juridiques pour influencer. L'industrie se sert en fait des cadres politiques et juridiques pour influencer
l'agriculture, le secteur agricole. Ok. Parce que c'est à travers en fait les politiques, les réglementations que je vais dire l'agriculture est encadrée, le secteur agricole est encadré, disons les choses comme ça quoi. Et il y a une étude très pertinente qui a été commanditée par l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique, l'AFSA, et qui explique en fait comment ces dernières années en tout cas les cadres juridiques et politiques en matière agricole, que ce soit au niveau du foncier, mais au niveau du secteur semencier, ont été reconfigurés. Et cette étude démontre que les acteurs qui influencent ces cadres politiques et juridiques là sont ceux que moi je nomme habituellement, je les qualifie de forces exogènes du libéralisme économique. Alors, si vous voulez, je peux quand même les citer, puisque c'est l'étude qui, voilà, les normes précisément, c'est la Banque mondiale, c'est le FMI, c'est, voilà, et d'autres acteurs, en fait, voilà, justement. Et moi, dans mon pays, je pense que ce sont les mêmes forces qui ont influencé, en fait, l'avènement de la loi du Code sur le foncier rural. Voilà. Donc, vous voyez, donc, effectivement, mais ces forces du libéralisme économique là, je vais dire, travaillent malheureusement bassement en fait pour les multinationales, pour l'agro-business. Et je veux dire, c'est vraiment dommage qu'on arrive à vraiment à ces pratiques. Voilà. Donc voilà un peu le contexte. Parce que du coup, ça produit une agriculture qui dégrade les sols, qui crée pas mal de problématiques, qui utilise des pesticides. Bien évidemment, en fait, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la mouvance de la révolution verte. Vous voyez, la révolution, c'est ce modèle agricole-là qui est né après la Deuxième Guerre mondiale. Parce que après la Deuxième Guerre mondiale, il faut reconnaître que les pays qui étaient en conflit étaient esquintés. Il y a eu une crise alimentaire, il fallait résorber vraiment cette crise-là. Il y a eu beaucoup de problèmes. Et donc, un ingénieur agronome qui s'appelle Normand Borlaug, qui a créé cette agriculture-là, qui est assise sur 3 piliers, quoi. Et les piliers de la révolution verte, c'est le machinisme, l'utilisation de la mécanisation, c'est l'utilisation des semences prétendument à haut rendement. Et puis, c'est l'utilisation aussi des produits de la chimie de synthèse, engrais et pesticides. Donc, voilà en fait les piliers de cette forme d'agriculture qu'on a appelée révolution verte. Et cette forme d'agriculture-là, en fait, se manifeste aujourd'hui par des variantes. Ce sont les OGM, c'est l'agriculture intelligence face au changement climatique. C'est la nouvelle révolution verte qui est âprement soutenue par la fondation Melinda et Bill Gates. Donc, pour nous, comme je le dis toujours, c'est une agriculture mortifère, quoi. Voilà, parce que voyez-vous, je prends l'exemple des pesticides chimiques de la synthèse. Certains produits qui ont été utilisés, qui ont un effet létal en fait, qui ont été utilisés dans la guerre pour tuer les hommes, ont été récombinés et pour en faire des pesticides. Vous voyez un peu la logique mortifère qui est derrière cette agriculture-là. C'est une agriculture qui, au départ, avait justement permis de booster la production alimentaire de certains pays comme le Mexique dans les années d'après la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, on se rend compte que cette agriculture, la production a stagné en fait dans le cas de cette agriculture. Mais vous voyez pourquoi? Parce que justement, on a bombardé en fait les sols avec les pesticides, avec les engrais chimiques. On a pulvérisé les champs et on continue de le faire avec des pesticides. Aujourd'hui, les sols ne sont plus productifs. Vous savez pourquoi? Parce que les sols sont vivants. Il y a une activité biologique assez intense dans les sols.
Il y a des micro-organismes qui sont chargés de fertiliser les sols. Mais quand vous utilisez les engrais chimiques, les pesticides, mais ça les tue. Et ça crée la stérilisation, en fait. L'érosion génétique est très forte. Parce que c'est une agriculture qui va de pair avec la monoculture. Et donc, c'est une agriculture qui est très vulnérable, non seulement aux phytopathologies, mais aussi aux chocs climatiques et aux aléas de la nature. Si vous faites la monoculture sur une superficie à perte de vue, qu'il y a une pathologie, par exemple, elle va décimer toutes les espèces. Alors que dans le cas de l'agriculture familiale et de l'agroécologie paysanne, si on a une diversité culturelle, diverses plantes, diverses variétés et même diverses espèces, s'il y a par exemple une pathologie qui s'attaque à une espèce particulière, les autres espèces vont survivre. Donc vous allez préserver certaines variétés, même si vous avez perdu une ou deux variétés. Et c'est pour ça que, en fait, nous disons que l'agriculture familiale, qui fait la promotion, qui privilégie la diversité génétique, est résiliente. Parce que c'est une agriculture plastique, en fait. Voilà. Et donc, les semences paysannes, non seulement sont rustiques, mais elles ont une certaine plasticité qui leur permet de résoudre le problème, ou bien de résister aux chocs climatiques, aux phytopathologies. Donc voilà un peu pourquoi nous faisons la promotion de l'agroécologie paysanne, de l'agriculture familiale, au détriment de ce modèle qu'on veut nous imposer. Voilà. Et pour faire un historique, l'agriculture industrielle est venue en Afrique avec aussi la colonisation. Ça, il faut pas l'oublier. Et donc nous sommes dans, je vais dire, une perspective de déconstruire, en fait, non seulement les mythes autour de cette agriculture-là, mais aussi, je vais dire, nous sommes en train de participer à la décolonisation de l'agriculture africaine. Et c'est là vraiment, je vais dire, les enjeux du combat que nous sommes en train de mener. Merci beaucoup. Et est-ce que juste vous avez une idée de la proportion aujourd'hui agriculture issue de la révolution verte, proportion d'OGM versus semences traditionnelles? Un chiffre, est-ce que vous avez une idée? Chiffre. Bon, je vais d'abord vous donner des chiffres qui vont peut-être vous édifier. C'est qu'on estime aujourd'hui que 70% de la nourriture qui est générée à l'échelle planétaire est produite par la petite paysannerie. Sur moins de 30% des superficies arables. On nous dit que pour mettre fin à la faim dans le monde, parce qu'aujourd'hui, les estimations font état de ce que 800 millions de personnes souffriraient chroniquement de la faim. Et la majorité de ces personnes en Afrique subsaharienne. Ça, c'est connu. Chaque année, la FAO essaie de produire, avec d'autres officines internationales, essaie de produire un rapport pour parler de ces choses. Voilà. Mais 70% de la nourriture est générée par la petite paysannerie qui travaille moins de 30% des superficies cultivables, arables. Cela suppose que pour mettre fin à la crise alimentaire, il suffira d'accompagner cette petite paysannerie. Alors donc, ici, on est dans des contradictions, je vais dire, patentes en fait. Plutôt que d'accompagner la petite paysannerie, on continue de faire la promotion de l'agriculture industrielle. Ça ne marche pas. On subventionne cette agriculture-là, mais on se rend compte que ça ne marche pas. Voilà. Donc autant aider en fait la petite paysannerie. Alors, en termes de proportion, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'Union africaine qui l'a dit au travers d'un document qu'ils ont produit sur l'harmonisation des cas de régulation des semences en Afrique. C'est un document qu'ils ont produit pour pousser les pays à harmoniser leur législation, leur politique sur la question des semences. Et dans le texte en question, dans le document en question, ils expliquent que 90% des semences utilisées en Afrique sont d'origine paysanne. Les études qu'on a fait jusque-là vont dans la proportion de 70 à 90%.
Et là, l'Union africaine dit clairement que 90% des semences utilisées sont d'origine paysanne. Et que les semences paysannes constituent la base critique de l'agriculture et de l'alimentation en Afrique. Vous voyez, normalement, on devrait s'empresser même de promouvoir, de protéger ces semences-là. Mais l'Union africaine est dans des contradictions pour dire qu'elle veut que vraiment le secteur semencier, je le dis, c'est l'analyse qu'on fait, soit sous la coupole en fait, de l'industrie semencière. Et elle invite les États africains à entrer dans des schémas que nous récusons. L'Union africaine invite les États à entrer dans le schéma de l'UPOV, l'Union pour la protection des pensions végétales. Quelle contradiction! Donc voilà un peu ce que je peux dire sur la question. Voilà. Merci. Et la Copagène, là-dedans, du coup, comme vous disiez, on a besoin de soutenir l'agriculture familiale à produire ses semences. Et la place de la Copagène là-dedans, donc vous disiez qu'il y a une partie de plaidoyer, comme vous avez mentionné. Et sur le terrain, comment on les soutient aussi, du coup, ces paysans? Ok, sur le terrain, bon, sur la question des semences, je veux encore repréciser ce que nous faisons en fait. Bon, la Copagène est une organisation très militante en fait. Et comme je viens de le dire, l'ADN de la Copagène, c'est de lutter contre les OGM. Ces semences toxiques en fait, c'est des semences toxiques. Donc on est fondamentalement contre les OGM. Nous sommes fondamentalement aussi engagés dans la promotion des semences paysannes, je l'ai dit, l'agriculture familiale et de l'agroécologie. Mais sur la question spécifique, de toutes les façons, ce sont des questions interliées. L'agriculture familiale, l'agroécologie, les semences paysannes sont interliées. Parce que nous disons que les semences paysannes occupent une place centrale dans l'agroécologie. Et nous parlons très volontiers de l'agroécologie paysanne. Nous aimons ajouter le qualificatif, accoler le qualificatif paysanne à l'agroécologie pour faire le distinguo avec l'agroécologie que les multinationales promeuvent. Voilà. Donc, on fait bien de dire agroécologie paysanne. Et les semences paysannes y occupent en fait une place très centrale. Parce qu'on ne peut pas parler d'agroécologie paysanne sans semences paysannes. C'est le cœur même du dispositif. Les semences paysannes, la terre, c'est le cœur du dispositif. Voilà. Donc, sur la question précise des semences paysannes, notre approche se résume en un triptyque. PPV, préservation, protection et puis valorisation. Sur la question de la préservation, nous sommes en train d'identifier les semences qui sont en voie de disparition. Plusieurs semences sont en voie de disparition. D'où la nécessité de les préserver. Comme je l'ai dit, la diversité est source de richesse. Mieux on a une grande diversité, et mieux ça sera en fait pour l'agriculture et l'alimentation. En termes, non seulement en termes de productivité, mais aussi en termes nutritionnels, en termes de santé. Ça, c'est vraiment important. Donc, nous sommes fondamentalement engagés dans la préservation de ces variétés-là qui sont en voie de disparition pour une raison ou pour une autre. Et là-dessus, sur cette question, on a une très belle expérience qu'on a réalisée en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il y a une variété d'igname, qui est l'igname jaune, de la région des Divos, qui est en voie de disparition. On a été amené à faire, via une stagiaire, à faire une étude sur les propriétés organoleptiques et thérapeutiques de cette variété d'igname. Et on a été agréablement surpris de savoir que c'est une boîte à pharmacie. Oui, c'est une boîte à pharmacie, parce que dans cette, il y a plusieurs vitamines, plusieurs nutriments en fait. Donc, du coup, il y a un intérêt, un engouement qui est né à partir de cette étude-là. Et on a encouragé des femmes qui étaient déjà organisées en coopérative à faire revivre. Elles ont démultiplié la variété de semences et c'est entré dans le circuit commercial. Donc voilà comment on a pu faire revivre cette variété-là. Donc, sur l'aspect de la préservation, voilà un exemple très concret. Sur l'aspect de la valorisation, l'un des pionniers de la Copagène est décédé aujourd'hui et nous, à travers vraiment cette interview, nous lui rendons hommage. Il s'appelle Ibrahim Ouedraogo. C'est lui-même qui a créé, il a lancé le mouvement de la Copagène. Et il disait très sensiblement d'ailleurs que la meilleure façon de préserver une semence,
c'est pas de la mettre dans une banque de semences, c'est de l'utiliser, c'est d'en encourager la consommation, c'est de la valoriser. Donc, on a créé un concept très fédérateur qu'on appelle ville des souverainetés, qui est en cohérence, en fait, avec la philosophie même de la souveraineté alimentaire. Donc, au travers de ce concept-là, on fait la promotion du fonio, du mil, du sorgho, du poulet africain qu'on appelle le poulet bicyclette, qui sont des variétés, des espèces, des variétés très typiques de l'Afrique. Donc ça, c'est l'autre volet. Et puis le troisième volet, qui consiste à faire le plaidoyer, c'est la protection. Parce qu'il faut vraiment protéger nos semences contre la biopiraterie. La biopiraterie, vous voyez, les multinationales viennent, souvent ils prennent nos semences là, ils recombinent ça en laboratoire, et puis ils y imposent des droits de propriété intellectuelle. Nous appréhendons ce phénomène-là comme du vol en fait. Voilà. Et plusieurs variétés malheureusement ont été biopiratées. Il y a une étude d'une organisation alliée qu'on appelle GRAIN, cette étude estime que plus d'une vingtaine de variétés de semences paysannes et même médicinales, que ce soit en agriculture ou même médicinales, ont été piratées depuis 2000. Donc nous sommes contre la biopiraterie. Et nous avons fait échec à une tentative de piraterie d'une variété d'oignon qu'on appelle le violet de Galmi du Niger. Nous avons aussi fait échec à une tentative de piratage d'une plante médicinale d'Afrique qu'on appelle le quinqueliba, qui a des propriétés extraordinaires. Parce que non seulement cette plante-là permet de lutter contre le paludisme de façon curative ou même préventive, mais c'est une plante qui retarde, je ris parce que je vais expliquer pourquoi je ris, qui retarde en fait le vieillissement des cellules. En Afrique, on a des choses extraordinaires à faire valoir. On est assis sur des trésors, mais qui sont inexplorés, inexploités. C'est ça le paradoxe. L'Afrique, c'est le continent du paradoxe. Vous voyez, la majorité de ceux qui sont affamés, qui sont malnutris, sont en Afrique. Mais en même temps, on a la majorité des terres arables et des plantes dont le potentiel est vraiment inouï, Ouais. Mais alors, comment, par exemple, cette plante, comment vous avez fait pour pas qu'elle soit biopiratée? Vous l'avez protégée comment? Non, on a dénoncé. Voilà, justement, on a dénoncé, oui. On est dans la dénonciation. Même le violet de Galmi, on a dénoncé, on est allé voir même les autorités du Mali et du Niger pour dire non. Voilà, et l'entreprise que je ne vais pas nommer ici a fait, a reculé un peu. L'enjeu aujourd'hui, parce que les gens ils ont construit leur modèle de protection au niveau international avec l'UPOV, mais qui empiète sur les droits des communautés, qui viole en fait les droits des agriculteurs africains. C'est une vision très occidentale en fait. Occidentale, l'UPOV. Okay. Avec l'UPOV, par exemple, s'il y a un certificat d'obtention végétale qui sanctionne par exemple une semence qu'on a recombinée, le paysan africain ne peut pas utiliser librement en fait cette semence-là, à moins d'être dans sa ferme. C'est dans sa ferme seulement il peut l'utiliser. Il ne peut pas l'échanger librement, il ne peut pas la commercialiser. De plus, avec ce système-là, les semences qui sont commercialisables sont les semences qui répondent à un faisceau de critères élitistes, qui s'insèrent dans l'uniformité génétique en fait. Ok? La distinction, l'homogénéité et la stabilité. Et les semences paysannes ne peuvent pas accéder à ce faisceau de critères uniques en fait. Donc les semences paysannes ne peuvent pas être commercialisées officiellement. Ça c'est officiellement. Mais en pratique, les paysans s'emballent. Excusez-moi du terme, ils s'en foutent. Et je suis juriste. Une loi ne vaut que par son applicabilité en fait. Et son utilité. Et son utilité. Et les lois naissent des nécessités sociales. Donc si la loi n'est pas ancrée en fait dans les pratiques des populations, elle va mourir d'elle-même. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Dans mon pays, on ne peut pas poursuivre qui que ce soit. Nous n'avons jamais poursuivi un paysan parce qu'il utilise sa semence ou bien la commercialise. Okay. Donc voilà un peu le constat. Mais parce qu'effectivement, vous disiez, c'est quand même, vous parliez de aussi valorisation. C'est important pour les paysans économiquement de pouvoir vendre cette semence potentiellement tout à fait. Pour vivre quoi. Tout à fait. Okay. Mais on ne met pas, nous, on sort de la philosophie de la marchandisation en fait. Donc le fait de vendre sa semence, ce n'est pas tellement ce qui nous importe. C'est pas la priorité en fait. Parce que la semence, comme le disait quelqu'un ce matin, la semence, elle est faite pour nourrir en fait les gens. Et le slogan même de l'agriculture familiale,
c'est nourrir le monde et soigner la planète. Donc, les considérations d'ordre pécuniaire sont lointaines, en fait, dans notre philosophie. On n'est pas fermé au fait que le paysan puisse avoir des moyens au travers de l'agriculture. Mais nous disons qu'il faut redonner à l'agriculture son sens étymologique. Agriculture, c'est-à-dire le culte de la terre. Et c'est ça l'agriculture familiale. Elle met en évidence en fait la relation intrinsèque qui existe entre l'agriculteur, la famille agricole et la terre. Donc la terre n'est pas un objet marchand. La semence n'est pas un objet marchand. Et d'ailleurs, nous avons mené une étude sur la diversité génétique des semences paysannes au Sahel. Et cette étude nous prouve que il y a d'abord, la semence paysanne est un puissant adjuvant, un puissant vecteur culturel. Il y a toute une cosmogonie, une anthropologie autour de la semence, au-delà même de la nourriture. Parce que la semence est utilisée, et comme je le disais ce matin, en fait, dans la conception africaine des choses, il y a un auteur, Biaro Diop, qui disait « Les morts ne sont pas morts en Afrique ». Donc les morts continuent à vivre au-delà même de cet espace matériel. Et donc, il y a là une certaine nécessité de leur rendre culte. Et justement, les semences sont utilisées pour rendre culte aux mânes des ancêtres en Afrique. Donc, vous voyez, on dépasse le simple stade de l'alimentation, mais on tombe dans des considérations d'ordre spirituel, d'ordre religieux. Ouais. Donc, la semence n'est pas... c'est Vandana Shiva, vous la connaissez. Elle a écrit un livre que je vous conseillerais. Elle dit « La vie n'est pas une marchandise ». Donc, la semence, c'est ça. C'est un vecteur culturel, c'est un vecteur religieux. Mais c'est aussi... la semence représente aussi le passé, en fait. Le passé, le présent et l'avenir des peuples. C'est celui-là qu'il faut comprendre. Ouais, c'est hyper important. Ouais. Est-ce que vous pourriez dresser une liste de plusieurs actions concrètes qui ont un impact positif et d'autres actions qui ont un impact négatif sur justement l'agriculture que la Copagène soutient? On a déjà parlé des OGM comme impact négatif, on a déjà parlé de l'érosion des sols, mais là l'idée c'était d'avoir vraiment beaucoup d'actions différentes pour justement pouvoir donner des exemples. Est-ce que vous avez des idées d'autres choses comme ça? On a parlé des OGM qui sont négatifs, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. On a parlé aussi des pesticides. Bon, effectivement, nous faisons aujourd'hui du renforcement des capacités. Nous suivons un groupe de femmes, en fait, pour les former sur les bonnes pratiques en agroécologie. Voilà, donc, au cours de cette formation, elles apprennent beaucoup de techniques sur la fabrication des bio-intrants, en fait. Des bio-intrants, comme on peut fabriquer à partir de la matière organique des ordures ménagères là, qu'elles jettent souvent. Comment on peut arriver à fabriquer soi-même ces engrais ou bien ces pesticides. Bon, parlons plus de bio-intrants qu'en agroécologie, les biopesticides. Bon, ça n'a pas de sens, pas plus de répulsif. Et donc là, nous sommes dans une sorte d'économie circulaire, quoi. C'est vraiment l'économie circulaire, parce qu'on récupère. Lavoisier a dit, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà, justement, c'est la fameuse formule de Lavoisier. Voilà, donc on est dans une sorte de... Aujourd'hui, ces femmes, on les a formées, elles ont maintenant besoin qu'on les accompagne avec du petit matériel, quoi, de transformation, quoi. Donc, nous sommes à cette étape-là. Ok, ouais. Super. Bon, merci beaucoup, c'est un super exemple. Qu'est-ce que vous remportez avec vous ou qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous a plu de ces rencontres? Ouais, comme je le disais, j'ai été fasciné, en fait, par ces expériences de part et d'autre sur la capacité des semences paysannes à s'auto-définir, en fait. Oui, elles arrivent à s'auto-définir. Et j'ai vraiment j'ai aimé surtout la présentation de M. Joseph. C'est une expérience très exaltante parce que lui, il laisse en fait la biodiversité s'exprimer, en fait. Et les semences elles-mêmes, en fait, il y a une sorte d'autorégulation de la nature qu'on ne voit pas. Que les hommes, en fait, avec leur folie, sont en train de détruire cette autorégulation, la nature. Donc ça m'a fasciné quand il a dit que dans la nature,
quand même, il y a la nature s'occupait en fait elle-même de produire des substances pour s'attaquer aux nuisibles qui détruisent les cultures. Ouais. Donc ça m'a vraiment beaucoup parlé, quoi. Ok. Voilà. Donc je suis vraiment très content. Je suis content, d'autant plus que, en plus du travail de plaidoyer que je fais, je suis aussi vraiment un furieux de l'agroécologie de manière pratique. Donc j'espère vraiment mettre en application ce que j'ai aussi une parcelle sur laquelle je vais expérimenter un certain nombre de choses, quoi. Donc tout ce que je vois, j'entends ici, je vais expérimenter. Et ce qu'il a dit d'important, parce que on lui a posé une question, s'il avait des conseils à donner aux paysans, il dit non, laissez les paysans eux-mêmes expérimenter des choses. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. C'est vraiment, c'est une très belle conclusion. Et faire ce qu'ils aiment et ce qui leur donne de la joie. Justement. Mm. Mais Ça, vous c'est avez beau. retenu vraiment clairement C'est son bout de phrase. Laissez-les faire ce qu'ils aiment, ce qu'ils connaissent et ce qui leur donne la joie. Et c'est ça. Donc c'est avec vraiment cette idée-là que je répare, quoi. Le cœur est conforté, le cœur vraiment réjoui. Super. Ouais. Ah, merci beaucoup Ouais. pour cet échange. Je crois que si ça vous va, sauf si vous voulez rajouter quelque chose, mais on peut Non, conclure là. je remercie le CCFD qui m'a invité ici. Le CCFD est un partenaire traditionnel de longue date qui continue de nous accompagner. Donc je voudrais vraiment les remercier pour vraiment ce tact. Le fait de m'avoir invité ici, ça m'ouvre beaucoup plus de perspectives à moi et à mon organisation. Merci beaucoup. Merci, et merci à vous. aussi à vous. Hein. Merci. Ouais. Et voilà, notre étape aux côtés de la Copagène s'achève ici. Un grand merci pour votre écoute et à Jean-Paul pour son temps. Dans le prochain épisode de cette série, on part en Égypte. Si vous voulez en savoir plus sur les rencontres internationales des semences paysannes qui ont été organisées par le réseau Semences Paysannes, la Maison des semences paysannes Maralpine et l'association SOL, vous retrouverez toutes les infos en description de l'épisode. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager pour faire connaître la richesse de la biodiversité cultivée du monde entier. À bientôt! Et n'oubliez pas, pour sauver la biodiversité, mangez-la!